l'économie, du plan et de la coopération, Monsieur le médiateur de la République, Excellence l'ambassadeur du Rwanda, ce beau pays qui fait la fierté de tous les Africains, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la Gambie, cette république sœur du Sénégal, Excellence Monsieur l'ambassadeur tchèque, représentant aussi de l'ambassade du Maroc, les représentants de l'ambassade de Russie, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Messieurs les représentants du maire de Ngor Almadi, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je me retrouve devant cet important forum, espace de discussion et d'échange, cadre de réflexion et d'anticipation, tourné vers des horizons de mutation pour l'émergence de notre pays. Tout d'abord, permettez-moi, au nom du conseil d'administration du Club des investisseurs sénégalais, d'exprimer mes chaleureux remerciements à M. Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, qui, malgré un agenda chargé, a bien voulu présider notre première activité des jeudis du CIS. Monsieur le ministre, vos rencontres régulières avec le Club des investisseurs sénégalais témoignent de la place importante que vous accordez au secteur privé national et, par la même occasion, conforte notre partenariat qui se bonifie au fil du temps. Veuillez trouver ici, Monsieur le ministre, l'expression de notre profonde gratitude. C'est le lieu également de magnifier la relation entre le Club des investisseurs et vos collègues du gouvernement, dont la disponibilité est à saluer. Le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, le ministère des Transports terrestres et des Infrastructures, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, pour ne citer que cela. Ces échanges ont ouvert des perspectives prometteuses sur les opportunités d'affaires et de partenariat avec l'État pour le secteur privé national, en vue de consolider les conditions d'un développement économique endogène. Monsieur le ministre, l'impulsion nouvelle que vous êtes en train de donner au secteur privé national a particulièrement retenu notre attention. Vos équipes travaillent, nous le savons, avec rigueur et professionnalisme à la matérialisation des orientations pertinentes par vous définies. Comme le dit l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nous sommes des attelés à la tâche, la sueur au front, par le lancement d'études de fond sur les grandes réformes que vous avez initiées. Nos conclusions vous seront soumises sous forme de recommandations et feront d'un examen commun pour le renforcement de la compétitivité. La réflexion actuellement en cours au niveau du club porte sur les thématiques suivantes. Le projet de loi sur le développement du secteur privé, la révision de la loi sur le partenariat public-privé, la place du secteur privé national dans l'économie, les réformes liées à la fiscalité des entreprises. Monsieur le ministre, la salle qui vous accueille a été ouverte aujourd'hui et que ce premier jeudi du CIS que vous présidez pose son acte d'inauguration. L'objectif
de stimuler le débat économique a amené le CIS à aménager cette salle entièrement à la disposition de ses membres et du public. Elle se veut un haut lieu d'échange et de réflexion, un endroit où les acteurs économiques et d'autres horizons se retrouvent pour parler business, amorcer des partenariats, organiser des formations et signer des contrats. Une forge supérieure où l'on fusionne la pensée, l'intelligence économique, l'esprit d'entreprise et le sens de responsabilité. Ces débats économiques que nous initions se feront à travers des plateformes de réflexion nommées les jeudis du CIS. Aujourd'hui, la première édition, organisée sur une base régulière, les jeudis du CIS permettront d'aborder différents thèmes de l'économie nationale et internationale. La parole sera donnée au secteur privé, aux autorités gouvernementales et aux démembrements, aux universitaires, aux organisations de la société civile, aux parlementaires, à la presse économique et à toutes les parties prenantes pour une osmose des initiatives en vue d'un dialogue économique constructif et au bénéfice de l'émergence nationale. Notre thème du jour est la place du secteur privé dans la loi sur le contenu local. Sujet passionnant, mais qui mérite d'être traité avec sérénité et hauteur. L'avenir de notre secteur privé dépend en partie de la consistance de la loi sur le contenu local. La configuration de notre économie doit être accompagnée par une forte volonté de l'État, qui doit adapter ses lois et règlements aux besoins de ses contribuables. Le dispositif juridique et réglementaire est un excellent outil de promotion économique. Il est aussi un excellent instrument de la souveraineté économique. En l'occurrence, il devra être renforcé au service du secteur privé national et de la nation tout entière. Tout à l'heure, Monsieur le ministre, nous soumettrons à votre appréciation pour échange notre compréhension de la loi sur le contenu local. Monsieur le ministre, vous avez dans cette salle un nombre important de membres du CIS. Permettez-moi de leur dire merci. Un grand merci à vous tous ici présents. Vous, hommes et femmes engagés, vous, entrepreneurs dans l'âme, vous qui voyez plus loin que vos modestes personnes en investissant vos épargnes dans l'économie du Sénégal, merci à vous qui investissez. À vous qui créez des emplois, à vous qui prenez des risques pour anticiper les défis des générations futures. Merci à vous, notre cher cluster de compatriotes. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, le Club des investisseurs, à travers les membres qui le composent, constitue un creuset important de compétences et de moyens complémentaires au service des initiatives collectives de promotion d'un secteur privé national fort. Notre ambition, avec votre soutien constant, construite sur les bases solides d'une alliance multi-acteurs, contribuables, consommateurs et citoyens, et débaucher un nouveau triangle de la prospérité et du bonheur économique au Sénégal. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de féliciter la direction exécutive du club pour son engagement à la place du CIS, pour son engagement à placer le CIS comme une force de proposition
un catalyseur qui place le secteur privé au cœur des enjeux de l'émergence. Nous avons pris l'option de mettre en place une direction exécutive forte, avec du personnel de qualité, jeunes et dynamiques aux profils divers, juristes, économistes, statisticiens, communicants, qui assurent un minutieux travail de conception et de coordination. Ils sont à la disposition de tous nos partenaires pour faire avancer les dossiers. Cette journée du 28 novembre 2019 est marquée d'une pierre blanche pour le CIS à plus d'un titre car c'est le premier événement dans notre business launch. C'est le premier jeudi du CIS. C'est aussi le lancement de la première revue du CIS. L'investisseur est une revue éditée par le club. Centrée autour des questions économiques, elle propose une publication de textes en libre accès, l'actualité du CIS, des projets initiés et surtout des analyses de très haute facture portant sur des questions d'enjeu national. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, je vous remercie par avance pour la qualité et la densité de vos différentes contributions et espère vous retrouver au prochain jeudi du CIS. Je vous remercie pour votre si aimable attention. Énergie renouvelable, Monsieur le représentant du COS Pétrogaz, Mesdames et Messieurs les membres du club des investisseurs sénégalais, pas du Sénégal, Monsieur le directeur général de la SAR, Monsieur le directeur exécutif du club des investisseurs sénégalais, Monsieur le président du Forum civil, honorables invités, généraux, en vos rangs et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire l'immense plaisir que j'éprouve à être ici cet après-midi avec vous. Comme le président l'a dit, malgré l'agenda extrêmement chargé, en cette période de débat budgétaire, je tenais à être présent pour ce premier jeudi du Club des investisseurs sénégalais. La nuance, elle est importante, monsieur le médiateur l'a dit, investisseurs sénégalais et investisseurs du Sénégal. Il y a bien sûr une différence. J'ai suivi l'interview que le directeur exécutif a fait récemment avec brio. Et cela m'a permis également de mieux appréhender les missions du club et surtout aussi de faire la différence entre le club des investisseurs sénégalais et le patronat classique. C'est important que tout le monde le comprenne. Comme il l'a si bien expliqué, des membres du patronat donc, sont également membres du club des investisseurs sénégalais, en tout cas beaucoup de membres. Le club a pour vocation, si je le comprends bien, vraiment d'investir, de prendre des participations dans des projets PPP, dans des projets du secteur privé, et également de contribuer au débat, de contribuer au dialogue, de contribuer également sur tout ce qui pourra faire avancer le secteur privé au Sénégal. Et j'attendrai avec impatience les contributions donc, du club sur les différentes lois, les différentes initiatives du gouvernement, surtout la loi sur le développement du secteur privé. Madame Diouf est assise derrière moi, donc elle porte ce projet. Elle vient elle-même du secteur privé, c'est la directrice du développement du secteur privé. Je vous demanderai de l'applaudir, elle est là, c'est elle qui est vraiment la pièce angulaire donc de ce projet. Il y a également
la refonte de la loi sur les PPP. Par contre, cette loi, on essaiera de la réformer d'ici janvier l'année prochaine. Le deadline que j'avais donné, c'était fin d'année, avec un de nos collaborateurs, Lamine Lo, qui gère ce projet. Il a une vingtaine d'années d'expérience dans ce domaine et donc nous attendons à avoir donc une loi qui sera peut-être mieux, je dirais, préparée pour nous permettre de faire plus de PPP. Parce que depuis qu'on a la loi de 2014, nous n'avons pas eu vraiment de PPP basé sur cette loi. Et le président de la République donc, nous a instruit de revoir ce dispositif. Il y a également la loi sur les startups pour inciter donc l'investissement dans des startups, pour aider les startups à devenir des PME, à devenir éventuellement de grandes entreprises, des Google, j'espère un jour, des Facebook. Même si c'est très ambitieux, mais pourquoi pas? It's doable. Monsieur le Président, cette belle initiative nous offre donc l'opportunité d'échanger régulièrement sur des sujets majeurs concernant l'économie en général et le développement du secteur privé en particulier, et surtout son implication dans des projets stratégiques. Je suis au fait de certaines discussions qu'on ne peut pas mentionner ici, mais le club a de très fortes ambitions et l'État est disposé, et le montre déjà, à travailler avec le club pour que la part des investisseurs sénégalais soit plus importante dans les projets PPP, mais également dans les projets relatifs au pétrole et le gaz. La loi sur le contenu local, elle est plus orientée vers pétrogaz, mais on peut extrapoler sur les autres secteurs également, en particulier les concessions d'infrastructures en particulier. Je voudrais, Monsieur le Président, vous dire qu'en instituant les jeudis du CIS, vous faites de votre club un creuset d'impulsion de la réflexion stratégique sur la vie économique, comme en atteste la rencontre donc de cet après-midi, qui aborde un sujet important, à savoir la place du secteur privé national, je dirais même secteur privé sénégalais, dans la loi sur le contenu local. La finalité de la question du contenu local est, entre autres, de développer une industrie locale, de permettre le transfert de technologies. Ce que nous souhaitons, c'est que notre secteur privé puisse bénéficier de toutes ces expertises pour pouvoir un jour exporter cette expertise, comme le font tous les pays qui exportent de l'expertise chez nous. Il n'y a que quelques rares pays qui ont inventé beaucoup de choses. D'autres pays ont appris en nouant des partenariats stratégiques, des partenariats gagnant-gagnant. Je ferai référence à l'Inde et à la Chine. Quand l'Occident est allé investir en Chine, quand la Chine s'est ouverte, il était question de faire des partenariats. Et je vous assure que ces pays asiatiques ne faisaient pas la commande deux fois. Vous commandez une seule fois, vous apprenez, vous formez tout le monde, et après la suite, on la connaît, ce sont ces mêmes pays qui exportent leur savoir-faire aujourd'hui au Sénégal et un peu partout en Afrique. La finalité de cette loi, c'est de renforcer notre secteur privé, de nous assurer que le secteur privé national sénégalais, donc je dirais le stakeholder sénégalais, si je puis m'exprimer ainsi, a une part importante sur l'exploitation de ces ressources naturelles. Il est compliqué pour nous, en tout cas, on n'a pas encore les moyens, notre secteur privé ne les a pas encore, de prendre des risques de l'exploration. Ça demande des centaines de millions de dollars. On peut investir 500 millions de dollars dans l'exploration et perdre toute l'exploration. Je suis sûr que M. le directeur général de la SAR, qui est un expert, pourra y revenir. Vous pouvez creuser un puits, comme on dit en deep water, 3000 mètres, et vous ne trouvez rien du tout. Zéro, write-off. C'est 200 millions de dollars partis sur un seul puits. Donc on n'a pas encore ces moyens, mais je pense que dans l'exploitation, dans tout ce qui est la partie midstream et downstream, tous les services connexes, le secteur privé national peut jouer un rôle extrêmement important.
Et je suis sûr que cette réflexion que qu'on aura aujourd'hui permettra peut-être d'identifier les différents services, au-delà des services liés directement à l'exploitation pétrogaz, par exemple la base logistique pétrogaz. Je sais que le club est très actif dans ce processus et nous lui souhaitons vraiment bonne chance. Il y a également d'autres secteurs. Il y a même l'immobilier, parce que ce sont des centaines de personnes qui viendront au Sénégal, des expatriés. Il faudra construire des appartements, construire des hôtels, construire des écoles, parce que ces expatriés viendront avec leurs enfants, avec leurs épouses, vont consommer sénégalais, vont aller sur la petite côte pour se reposer, surtout quand ils vont quitter la mer et seront sur terre. Nous espérons qu'ils vont passer du temps sur terre et consommer sénégalais. Et ce qu'ils vont consommer, c'est le secteur privé national qui va leur servir. Je voudrais donc vous dire, Monsieur le Président, que cette loi, en tout cas sur le contenu national, c'est la volonté de son Excellence, le Président de la République Macky Sall. Ça, c'est sa volonté. On a raté, on ne pouvait pas faire de l'exploration, on n'a pas les moyens, mais il ne faut pas qu'on rate la partie donc midstream et downstream, et c'est à votre portée. Au-delà des services, c'est également les joint ventures qui pourront être faites pour transformer le gaz national. Il ne faudrait pas que tout le gaz soit exporté en LNG, donc liquefied natural gas, le gaz naturel liquéfié. Il faudra qu'une partie reste dans le pays. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'État est en train de travailler avec le Fonds 6, avec d'autres partenaires, pour avoir des pipelines qui vont transporter le gaz onshore, un réseau de distribution de gaz, mais également distribution de gaz non seulement pour les entreprises, mais également pour les résidences, pourquoi pas un jour, mais surtout pour la conversion en électricité. Et cette électricité au gaz offre également des opportunités, surtout dans les IPP, Independent Power Producers, où le secteur privé donc produit et vend l'électricité à la Sénélec avec une garantie de l'État. Comme je le disais toujours, quels que soient les capitaux requis pour ce genre de projet, la partie nationale, la partie sénégalaise peut avoir une part importante. J'ai eu à le dire, certains banquiers ici le savent, la plupart de ces projets requièrent simplement 20 à 25% de capitaux propres. Même si vous avez un projet de 500 millions de dollars pour faire une centrale au gaz de 500 mégawatts, ce que les actionnaires vont mettre sur la table, c'est seulement entre 20 et 25%. Nous avons nos amis de la SFI, je pense qu'ils pourront le confirmer. Fallait là. Donc, 25% de 500 millions de dollars, c'est 20%, c'est 100 millions de dollars. Donc 100 millions de dollars, c'est 55 milliards à peu près. 55 milliards, si on réunit 50 investisseurs, je pense que chacun peut mettre 1 milliard, et c'est 100% du capital. Mais vous n'avez pas besoin de détenir 100% du capital. Même si vous n'avez que 40%, 51%, c'est pas mal. 40% de 100 millions de dollars, c'est 40 millions de dollars, ça fait 20 milliards à peu près, 25 milliards de francs CFA. C'est à notre portée pour avoir 50% d'une centrale qui va vendre l'électricité pendant 25 ans, avec en général un taux de rentabilité, un TRI direct. De nos jours, c'est entre 13 et 16%, je pense, à peu près. Voilà. Parce que le risque Sénégal, quand même, a beaucoup baissé avec toutes les réformes que l'État a eu à faire, la confiance que les investisseurs ont, tout le monde se bouscule. Si c'est un appel d'offres qui est fait, on sera autour de 12-13% de TRI. Quand même, par contre, c'est sur 25 ans. Et vous pourrez revendre cette participation un jour à la bourse, ou bien à des investisseurs institutionnels qui vont l'acheter à un TRI plus faible. Donc ça vous permet en fait de booster votre TRI. Si vous restez sur les 25 ans, vous gagnez à peu près 12%, 13% de TRI. Au bout de 5 ans, vous vendez à quelqu'un qui achète à un TRI de 10%. Une compagnie d'assurance ou un fonds de retraite serait content d'acheter un actif qui lui génère une rentabilité, un return de 10%. Mais vous aviez au départ 13%, donc vous faites
ça permet d'augmenter davantage votre rentabilité si vous vendez et vous n'attendez pas jusqu'à la fin. Vous pourrez également l'introduire en bourse et permettre donc à des milliers de Sénégalais de pouvoir aussi être actionnaires dans ces projets et de pouvoir donc bénéficier de ces retombées au lieu seulement de compter sur les investissements publics que l'État fait au bénéfice donc de nos populations. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, médiateur de la République, chers participants, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là. Je pense que les panélistes pourront discuter dans les détails. Mais en tout cas, notre ministère, tout le gouvernement vous soutient et continuera à vous soutenir. Notre volonté, la volonté du président Macky Sall, c'est que le secteur privé drive l'économie. Nous ne sommes pas dans une économie où c'est l'État qui doit tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Même les PPP, même les secteurs sociaux, même dans les secteurs sociaux, nous sommes en train de préparer des PPP. Avant, c'est l'État qui investissait dans tous les hôpitaux de ce pays, pratiquement. Il y a quelques hôpitaux privés, tout le reste, c'est l'État. Ce que nous souhaitons, ce que nous allons faire, et l'hôpital de Saint-Louis va le démontrer, ce sera un PPP où c'est des investisseurs qui vont s'engager à construire l'hôpital. Notre souhait, c'est plus tard que le secteur privé même gère des hôpitaux, mais ça, c'est un peu plus compliqué, ça va prendre du temps. Mais au moins la construction, la maintenance, l'équipement, tout ça, que ça soit fait par le secteur privé dans des contrats PPP très équitables, avec des financements très long terme. Il ne faut pas construire un hôpital avec un financement de 7 ans, ce sera du 15 ans, du 17 ans, pour permettre donc à l'État de minimiser donc son endettement. C'est ça la volonté du président de la République. Également sur les universités, ce sera pareil. Et, Monsieur le Président, nous sommes là, prêts à vous accompagner, prêts à accompagner tous les investisseurs, à également échanger avec le Forum civil. Je vois M. Bremsek très concentré. Je suis sûr que le Forum civil également pourra nous apporter des contributions intéressantes, des éclairages également intéressants. Je vous remercie de votre attention et bon panel. Merci. Le médiateur de la République, mon ami et grand frère, Alioune Badara Cissé l'a très bien fait. Merci pour les mots gentils. Et le ministre aussi, Amadou Hott, l'a très bien fait. Je le remercie sincèrement d'avoir voulu honorer de sa présence cette activité extrêmement importante pour nous, pour le secteur privé national et pour l'ensemble du Sénégal. Il nous a toujours montré beaucoup de disponibilité et nous savons qu'avec eux, avec lui, on pourrait atteindre un jour l'émergence en incluant le secteur privé national. Donc là, je vais prendre la parole en tant que présentateur initial de la loi sur le contenu local. Donc je suis le directeur exécutif, mais bon, par bonheur peut-être aussi, je suis juriste. Et depuis quelque temps, j'entends beaucoup d'analyses qui ont été faites sur la loi sur le contenu local, sans pour autant qu'une importance particulière soit donnée à l'angle juridique. C'est vrai qu'on a entendu les experts du pétrole, du gaz et d'autres secteurs d'activité. Mais je rappelle toujours à mes amis qu'une loi sur le gaz, c'est d'abord du droit. Une loi sur le pétrole, c'est du droit. Une loi sur les abeilles, c'est du droit. Ça reste du droit. Donc on ne peut pas faire une loi sur le contenu local sans avoir une approche juridique pertinente. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, modestement, à travers le club des investisseurs. C'est le travail de toute une équipe. Nous avons réfléchi sur ces questions pendant un certain temps. Et c'est l'occasion aussi de féliciter le COS-Petrogaz et le Forum civil qui nous accompagnent aujourd'hui et qui vont commenter la présentation sommaire qu'on va faire. Naturellement, l'étude est un peu plus longue, mais je n'ai pas envie de vous ennuyer. J'ai choisi un certain nombre de points qui me paraissent pertinentes, sur lesquels nous pouvons amorcer une discussion. Donc l'idée, c'est de discuter aujourd'hui assez rapidement de la loi sur le contenu local, la loi 2019-4 du 24 janvier 2019.
En introduction, il y a 4 points qu'il faut peut-être garder à l'esprit parce que c'est ça qui va structurer tout le travail. Le point 1, c'est la volonté de protection du secteur privé national. C'est ça qui ressort du discours du ministre tout à l'heure. C'est ça qui ressort de la volonté étatique. Le Sénégal est une république qui vient de découvrir le pétrole et le gaz et il fallait naturellement avoir une loi qui protège le secteur privé national. Donc l'intention, elle est bonne, elle est extrêmement intéressante. Mais en tant que bénéficiaire secteur privé, nous sommes allés au-delà et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un certain nombre d'éléments à corriger. Et c'est intéressant pour le timing parce qu'il y a des décrets d'application qui vont être pris. Ça veut dire que les petites mésententes ou incompréhensions qu'il y a dans la loi peuvent encore être corrigées. Et nous avons identifié 3 biais, ce que nous appelons des biais de classification, on va y revenir, 3 clauses de préférence, 3 outils de performance. Et c'est ça que nous allons développer. Alors sur le premier point, ce que j'appelle les biais de classification qu'il y a dans la loi, le premier point est lié à la définition de la société de droit national, que nous lions à la question de souveraineté économique. Vous m'avez déjà entendu parler de cette question, elle est fondamentale. Là, je vais résumer rapidement, elle est fondamentale. Toute la loi sur le contenu local est basée sur les privilèges qu'on doit donner à l'entreprise sénégalaise. Mais la loi sur le contenu local donne une définition de l'entreprise sénégalaise qui ne tient pas parfaitement en compte les intérêts du secteur privé national. C'est très simple. Au Sénégal, pour créer une entreprise, il faut que l'entreprise soit une société de droit sénégalais. Donc vous allez chez le notaire, vous créez l'entreprise et vous êtes une entreprise de droit sénégalais. Ça veut dire que moi, je peux le faire avec Diouf et Frères, quelqu'un d'autre peut le faire avec Bob et Frères, le ministre peut le faire avec Haute et Frères, mais le Chinois ou le Turc ou l'étranger qui arrive au Sénégal suit la même procédure, crée une société, a aussi une société de droit sénégalais. Donc, quand l'État du Sénégal donne un certain nombre de privilèges, en termes d'exonération, en termes de préférence sur les marchés, ces privilèges donnés par le gouvernement sénégalais sont captés par des entreprises qui ne sont pas réellement de nationalité sénégalaise. Et cela est d'autant plus incongru que nous sommes un pays moins avancé qui subventionnons pratiquement des sociétés à filiales étrangères qui existent chez nous. Donc nous considérons que c'est un biais extrêmement important et que dans la suite, par rapport aux décrets d'application qui doivent être pris, on doit redéfinir la notion de société sénégalaise. L'objection qu'on nous fait souvent, c'est que nous sommes dans une zone communautaire, l'UEMOA, la CEDEAO, et que le Sénégal n'a pas le droit d'avoir une définition nationale de la société. Ça est en partie vrai, mais au jour d'aujourd'hui, l'UEMOA, qui gère ces questions, n'a pas encore elle-même acté la notion d'entreprise communautaire. Donc il y a un vide juridique. Et suivant le principe de subsidiarité, le Sénégal a encore la possibilité de créer sa propre définition d'une entreprise sénégalaise pour que le secteur privé national puisse capter les dividendes. Le deuxième point que nous voyons toujours sur les biais, c'est le contenu local et la responsabilité sociétale d'entreprise. Non seulement ça ne transparaît pas dans la loi la différence, mais nous avons eu à discuter avec les multinationales qui sont actuellement implantées au Sénégal et nous nous rendons compte que nous n'avons pas du tout la même compréhension. Une responsabilité sociétale d'entreprise, comme je l'ai dit ici, c'est une politique sociale, c'est une politique basée sur la morale. Vous êtes implanté quelque part, vous essayez d'avoir de la redevabilité par rapport aux populations, vous choisissez vous-même, c'est discrétionnaire, de faire un hôpital, un dispensaire, une école. Et après que vous ayez décidé de le faire, c'est vous-même qui décidez des sommes que vous y mettez. C'est une façon de rendre l'honneur à la société qui vous a accueilli. Mais il y a, du point de vue juridique, il n'y a absolument rien de contraignant dans la responsabilité sociétale d'entreprise. Et la plupart des multinationales qui sont ici continuent à considérer que le contenu local dont on leur parle relèvera de leur discrétion. Ce qui est une erreur. Le contenu local, ce n'est pas de la morale. Le contenu local, ce n'est pas de la politique sociale. Le contenu local, c'est une politique économique. C'est une obligation contractuelle des sociétés nationales qui ont des contrats au Sénégal. Ce n'est pas quelque chose qu'ils nous donnent. Ce n'est pas de l'aumône qu'ils donnent. Nous ne sommes pas non plus dans une situation de demandeur. C'est qu'on doit organiser la relation économique pour que la Sénégal, qui n'a pas des sociétés suffisamment fortes pour aller explorer, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, puisse récupérer ce qui a été perdu à travers les contrats de sous-traitance. Donc il est absolument important que dans les décrets d'application, la loi revienne sur cette différence pour distinguer juridiquement la responsabilité sociétale d'entreprise et le contenu local, qui est encore une fois une obligation juridique contraignante. Les traités bilatéraux d'investissement, c'est un biais extrêmement important et c'est un problème juridique qu'il faut poser là maintenant. Parce que la loi sur le contenu local est une loi sénégalaise qui s'applique à des multinationales.
ces multinationales qui arrivent au Sénégal n'y arrivent pas par le point de la loi sur le contenu local, ils arrivent à travers les traités bilatéraux signés entre l'État du Sénégal et leur État. Donc ils ne sont pas signataires, mais ils sont bénéficiaires. Et dans la hiérarchie des normes du droit international, ces traités bilatéraux d'investissement sont supérieurs à la loi sur le contenu local. Donc si on ne fait rien, demain, n'importe quelle société multinationale pourra se réfugier dans le traité bilatéral d'investissement qui lie son pays au Sénégal, des traités bilatéraux qui ne génèrent pas de contenu local, pour refuser de faire face à ces obligations. L'alternative pour le Sénégal, c'est de faire l'audit des traités bilatéraux d'investissement existants qui nient le contenu local au Sénégal, pour les dénoncer en temps opportun et faire en sorte que la loi sur le contenu local, avec ses obligations, soit la loi qui s'applique à ces multinationales. Autrement, on est en train de faire une loi qui sera totalement vidée de son sens parce qu'il va être confronté à une loi supérieure qui sont les traités bilatéraux d'investissement. Alors, ça c'était les 3 piliers. Maintenant, je parle des clauses de préférence. On a identifié 3 clauses qu'il faudrait absolument intégrer et renforcer dans la loi pour que le secteur privé national puisse en profiter. La première clause, ce que j'appelle la clause de statu quo sur la mise en forme. C'est une question d'application de la loi. Aujourd'hui, on a une loi sur le contenu local depuis janvier 2019. Dans la loi, on dit qu'elle est d'application immédiate. Donc ça veut dire que la loi commence à s'appliquer dès maintenant. Mais en même temps, les 6 décrets d'application qui doivent préciser le contenu de la loi ne sont pas encore pris. Déjà, c'est un premier problème juridique. Ensuite, les traités bilatéraux d'investissement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne génèrent pas vraiment de contenu local. On se retrouve dans une situation, et ça c'est la pratique, ce n'est pas du droit, on l'a vu, que des entreprises multinationales qui sont déjà sur place ont commencé à travailler sur le contenu local, à faire la distribution des marchés, alors même que les décrets d'application qui doivent préciser les contenus n'existent pas. Donc ça veut dire qu'on est dans une forme de flou juridique. L'autre élément, c'est qu'il y a une clause de stabilisation dans les contrats des multinationales. La clause de stabilisation dans le contrat dit que même si on a une loi sur le contenu national, la disposition qui s'applique est la loi du contrat. Bon, c'est un peu du juridisme, mais c'est très important. On leur dit que dans la loi sur le contenu local, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer si l'application de la loi sur le contenu local remet en cause les obligations que vous aviez antérieurement. Ça veut dire que de ce point de vue, ils ne sont pas concernés par la loi, quand bien même dans la pratique, ils commencent à travailler sur la loi et à identifier des sociétés. C'est là où je dis ici, de façon sommaire, ni proactivité, pas de proactivité, pas de rétroactivité. Ils ne veulent pas que la loi rétroagisse pour leur prendre des obligations, mais ils ne doivent pas non plus agir pour anticiper sur des préférences qui pourraient être données au secteur privé national. Et c'est ça que j'appelle la clause du statu quo. À partir du moment où le secteur privé national ne s'est pas encore servi, qu'on laisse les choses en l'état jusqu'à ce que les décrets d'application soient pris, et toutes les dispositions de contenu local prises par les multinationales au jour d'aujourd'hui doivent être cristallisées et annulées, sinon ça se fera au détriment du secteur privé national. L'autre clause, ce que j'appelle la clause du retour graduel. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, le ministre en a parlé. La réalité, c'est que même si nous sommes un secteur privé ambitieux, nous sommes un secteur privé lucide. Nous n'avons pas de sociétés qui peuvent aujourd'hui explorer le pétrole et le gaz. Donc ça va aux autres, ça va aux multinationales. Maintenant, on dit dans la loi qu'il faut faire un transfert de technologie. Le ministre a très bien dit, on ne doit pas faire la commande 2 fois. Ce qui manque ici par rapport à la loi, c'est qu'on nous dit qu'il faut faire du transfert de technologie aux Sénégalais, mais on voudrait que ça soit irréversible, et la clause du retour graduel, qui est la notion utilisée ici, doit mettre en place un timing pour qu'en un temps T, nous soyons en mesure de disposer de toute la technologie pour que, in fine, nos entreprises se substituent aux entreprises multinationales. Parce que quand vous êtes dans un régime de traitement spécial et différencié, où on vous fait des faveurs, parce que vous n'avez pas les compétences, on écrit la loi d'une certaine façon, ça veut dire que dans 10 ans, 30 ans, 50 ans, le Sénégal sera toujours dans la même situation de traitant, parce qu'on n'a pas les compétences techniques qui nous permettent d'arriver au niveau 1, au niveau des multinationales. Il faudrait que toute cette politique de transfert de technologie soit accompagnée d'une politique de retour graduel, avec l'obligation des multinationales de nous former, de nous transférer la technologie, pour que la prochaine génération sénégalaise soit en état de forêt et prendre les dividendes du secteur privé. C'est fondamental. La clause d'exclusivité sur les prestations intellectuelles. C'est important. Les prestations intellectuelles, c'est quoi? C'est tous ces travaux qui ne sont pas dans la logistique, c'est tout ce qui n'est pas bien matériel. Ce sont les cabinets de consultance
qui font juste des études liées au pétrole et au gaz. Alors bon, moi j'ai une expérience qui me permet de savoir que ces cabinets-là n'ont pas besoin d'être des cabinets étrangers. Qu'est-ce que dit la loi? La loi dit que sur ces prestations intellectuelles, donc tout ce qui est études et qui génère énormément d'argent, autant l'exploration du gaz et du pétrole est une industrie, autant les prestations intellectuelles gérées par les cabinets, mon ami Victor sait bien de quoi je parle, génèrent beaucoup d'économies. Alors, le cabinet a besoin de références. Le cabinet a besoin de dire « j'ai déjà travaillé sur tel domaine ». Mais le plus important, ce sont les experts que le cabinet utilise pour faire le travail. Moi, récemment, j'étais encore en Europe, je travaillais sur ces questions. Ils ont une loi qui fait que quand vous avez ces genres d'études, le marché est organisé de telle sorte que c'est un cabinet européen qui gagne. Quitte à ce que le cabinet européen gagne et aille chercher des experts sénégalais pour faire le marché. Donc quand la loi dit ici, en priorité, ce n'est pas suffisant. Les prestations intellectuelles, nous pouvons le faire, comme ce n'est pas comme l'exploration, on doit le donner aux Sénégalais. Maintenant, si on donne à un cabinet X, Y, Z un travail qui demande une certaine expertise, à charge à lui, cabinet national qui garde les dividendes, d'aller chercher les experts étrangers. Mais ça ne doit pas être l'inverse. Donc ici, notre proposition, c'est que dans le domaine des prestations intellectuelles qui va générer énormément de dividendes, qu'on ait une exclusivité pour les cabinets sénégalais qui vont chercher les experts étrangers. Donc pour une fois, on pourra employer des gens qui viennent des pays développés. Troisième point, les outils, ce que j'appelle les outils de performance. Ici, j'y vais très rapidement, parce que ce sont des questions administratives qu'il faut juste ajuster. Par exemple, là, sur la plateforme économique, la redevabilité et la non-discrimination, je sais que c'est un sujet que Birahim aime bien, il va pouvoir développer. L'idée, c'est ici juste de dire que nous devons être particulièrement bien représentés dans le comité. Et que cette plateforme-là, qui doit être mise en place pour distribuer les marchés, ne doit pas être biaisée en amont. On doit faire un appel d'offres, le secteur privé doit y être représenté pour que tout se fasse en toute transparence. Parce qu'encore une fois, le gros risque, c'est que nous ne sommes pas présents sur les gros marchés parce que nous n'avons pas les capacités, mais qu'ensuite ces multinationales s'organisent entre elles pour que la sous-traitance et la sous-traitance de la sous-traitance aillent à des filières leur appartenant. Finalement, c'est le débat public que vous entendez quand on dit on aura 10% du gaz et du pétrole, c'est parce que si on ne fait pas attention, le dispositif juridique pourrait nous empêcher d'accéder à ces marchés. La composition du comité national et l'élaboration d'un document de stratégie, c'est la même chose. Nous pensons que l'orientation de la loi, les grandes orientations de la loi ont été d'impulsion étatique. Maintenant que l'État a donné les grandes orientations, donnons au secteur privé la possibilité d'être parfaitement présent dans le comité national et d'être au cœur de l'élaboration de la stratégie. Ça aussi, ce sont des choses que nous reprochons souvent à nos amis fonctionnaires, technocrates, qui ont plus ou moins des fois tendance à s'enfermer dans des bureaux et sortir des documents sur lesquels nous ne nous retrouvons pas. Le secteur privé sénégalais doit se réconcilier avec l'État du Sénégal. Il ne faut pas y avoir de suspicion, parce que c'est le secteur privé qui va faire le bilan de l'État du Sénégal. C'est le secteur privé qui va créer les emplois pour l'État du Sénégal. C'est le secteur privé qui va créer la croissance pour l'État du Sénégal. C'est le secteur privé qui va payer plus de 50% de son chiffre d'affaires pour l'État du Sénégal en termes de fiscalité. Donc le bilan de l'État, c'est le bilan du secteur privé. Et tant qu'on ne le comprendra pas comme ça, on se regarde en chien de faïence et notre croissance de 6%, 7% va s'envoler parce que les dividendes seront externalisés. Les sanctions. Quand j'ai regardé les sanctions qui renvoient c'est là où il y a des interactions entre la loi sur le contenu local et le code pétrolier, on parle de sanctions financières, on est insiste, on donne des grandes sommes. La petite expérience de juriste que j'ai, c'est que ces sanctions financières ne sont pas dissuasives. Beaucoup d'entreprises préfèrent payer de très fortes amendes en continuant à violer la loi. Parce que dans la violation de la loi, ils vont faire du chiffre d'affaires. Juste un exemple, par exemple en Europe, en Suisse, des fois on dit le samedi, il faut que le magasin ferme à 17h. Avec les Suisses, notamment, sont très spéciaux. Après, vous voyez des grandes surfaces qui décident de fermer à 18h ou à 19h. Parce qu'ils font le calcul. Si je ferme 2 heures supplémentaires, le chiffre d'affaires que je vais faire est plus important que l'amende que je vais payer. Et ils choisissent de violer la loi et de pouvoir payer l'amende. On est exactement dans la même situation. Le pétrole et le gaz sont la souveraineté du Sénégal. On ne doit pas jouer à laisser des multinationales ne pas respecter la loi, venir nous payer en devise et continuer à nous garder dans une situation de sous-traitance absolue. Donc nous ne militons pas pour le maintien de ces sanctions financières. Pour nous, ces sanctions doivent se concentrer sur la résiliation graduelle du contrat, de l'exclusion de la plateforme à concurrence, de l'interdiction de conclure des marchés liés aux activités pétrolières.
Une multinationale qui s'enrichit avec la souveraineté du Sénégal sur le pétrole et le gaz doit pouvoir redistribuer ses dividendes. Si elle ne le fait pas, elle doit faire sa licence, mais elle ne doit pas faire l'objet d'une sanction. Dernier point, maintenant c'est la conclusion. J'ai développé mes 9 points. Il nous faut donc un large consensus pour les 6 décrets d'application qui ont été identifiés. Madame Lam, notre contribution, comme je vous l'ai dit, du Club des investisseurs va vous parvenir, c'est déjà rédigé. Mais travailler à générer d'autres décrets de correction et de précision. Parce qu'on a parlé de 6 décrets, c'est limitatif. Nous avons identifié des points qui ne sont pas encore clairs et qui pourraient faire l'objet de décrets au service du secteur privé national. J'ai tout à l'heure parlé de la synergie publique-privée dans le processus de décision. Il faut que le secteur privé soit dans le processus de décision. Le secteur privé pour l'État ne doit pas être une option. Le secteur privé, c'est l'État. Si nous ne le sommes pas, c'est ma phrase de conclusion, parce que nous considérons qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si vous voulez nous aider sans être avec nous, cela veut dire que votre équipe ne sera pas totalement opérationnelle. Donc voilà ce que je voulais dire dans l'introduction. Permettez-moi de saluer nos illustres patrons et institutionnels ici présents. Je voulais citer M. Ali Badara Cissé, qui nous a beaucoup coaché également à nos débuts au niveau des médias. Et c'est pour moi un honneur de le rencontrer ici. Serine Bou également, avec qui je suis, Babacar, qui est également un modèle pour les jeunes au niveau du Sénégal. Je remercie mon frère et ami, Abdurrahman Diouf. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est le contenu local, il est dans la salle. C'est Youssou Ndour. Je confirme, Youssou Ndour le continue. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a une maîtrise du mallah national et il s'est exporté au niveau international avec le World Music. C'est ce que les entreprises veulent faire. De quoi on parle ici? On parle de nos biens, de nos ressources naturelles. C'est la charte fondamentale qui le dit. Article 25, alinéa 1er. Les ressources naturelles, pétrole, gaz, bois, eau, appartiennent au peuple. Et d'où, au moment où on parle de l'idée d'appartenance, va entrer naturellement la notion de droit de propriété, le droit d'usus, l'abusus et le fructus. Et c'est ça qui donne la possibilité, une porte d'entrée aux citoyens, de parler de nos ressources naturelles de façon globale, et pour mettre de côté ce qu'on appelle la théorie de la peur des sachants, qui ont tendance à dire ceux qui parlent ne savent pas, ceux qui ne parlent pas, ceux qui savent. On parle du contenu local pétrolier ici, et gazier. Mais n'oublions pas également le contenu local des mécanismes de financement. Sans une bonne maîtrise du contenu local des mécanismes de financement, que ce soit des fonds, que ce soit des banques, on ne peut pas avoir des intérêts sur le contenu local pétrolier et gazier. D'ailleurs, un des décrets d'application va bien entendu instaurer le système de participation des entreprises nationales dans les capitales à titre exclusif, non exclusif, bien à titre mixte. Donc il y a un besoin ici d'abord d'avoir une bonne maîtrise du contenu local financier. Deuxièmement, nous parlons du pétrole et du gaz, mais n'oublions pas également, avant d'avoir cette politique de maîtrise de notre pétrole et notre gaz, de maîtriser un domaine qui nous rapporte au moins 200 milliards par an et qu'il y a une obligation de cohabitation entre ces ressources pétrolières et gazières et ces ressources qu'on appelle les ressources halieutiques, la pêche. Il ne faut pas qu'on l'oublie. On a tendance à parler du pétrole, mais demain, en exploitant même le pétrole ou bien le gaz, on peut être confronté à une catastrophe écologique ou une catastrophe environnementale. Bibi qui est en train d'exploiter le gaz, qui va exploiter le gaz,
a connu une histoire avec l'histoire qu'on appelle Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique. Donc il faudra d'abord qu'on maîtrise notre contenu local sécuritaire, notre contenu local de surveillance de l'espace maritime, mais également de tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect également, on en parle souvent, de préférence nationale, de partenariat public-privé. Depuis 2013 ou 2012, 2013-2014, je le dis, aucune loi, aucun marché, aucun contrat ne pourra être passé par la loi sur le partenariat public-privé. Et le ministre l'a confirmé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de décrets qui devaient être pris. Ces décrets ne sont pas pris. Pourquoi je m'attarde là-dessus? Abdurrahman l'a dit, je pense. Et là également où, malheureusement, je vais prendre le contre-pied de mon ami, malheureusement. C'est-à-dire la loi sur le contenu local n'est pas exclusivement pour les entreprises nationales. Non. La loi sur le contenu national, c'est pour le citoyen. La loi sur le contenu local, c'est pour le transfert de technologie, pas uniquement pour les entreprises, mais également pour les citoyens. C'est vrai, il a raison quelque part. Il y a un déficit de réglementation de la loi sur le contenu local à travers trois aspects de propositions que nous avions faites depuis assez longtemps. Il nous faut un texte d'abord sur les modalités de transfert de technologie. Il nous faut impérativement un texte sur les modalités de transfert de technologie. Parce que selon la loi ainsi écrite, n'encadre pas, laisse libre appréciation à l'entreprise exploitante du pétrole de faire ce qu'il veut, de transférer totalement ou entièrement ou de ne pas transférer. Donc il nous faut impérativement une loi sur le transfert de technologie, enfin un décret. Deuxièmement, pourquoi je dis que la loi sur le contenu local n'est pas exclusivement pour les entreprises sénégalaises, mais également pour le citoyen. Parce que la loi promeut également le capital humain, le développement de la formation. Mais il n'y a pas un texte qui encadre la formation dans le domaine pétrolier. Il n'y en a pas. Donc il faut impérativement qu'il y ait une loi, ou bien un décret qui réglemente les modalités de formation du capital humain. Troisièmement, le temps que j'ai compté, je vais directement dans les propositions. Dans la loi sur le contenu local, on parle d'un plan du contenu local. Un plan du contenu local. Mais il n'y a pas de modèle du plan. On n'a pas de modèle. Il nous faut un décret qui réglemente d'abord le modèle pour que les entreprises puissent respecter le modèle qui a été institué par l'État du Sénégal. Sinon, ils feront tout ce qu'ils voudront. Sinon, on aura autant d'entreprises que de modèles de plan de contenu local. Ce n'est pas fini. L'utilisation également, il l'a dit, les dépenses, la confusion qu'il y a entre contenu local et responsabilité sociétale, qu'on appelle communément RSE. C'est vrai, il y a une confusion totale. Il n'y a pas, encore une fois, un texte qui réglemente l'utilisation des dépenses et des investissements de ces entreprises. Il nous le faut impérativement. Mon ami a parlé également des TBI. Il a parfaitement raison. Les traités bilatéraux d'investissement. La Constitution le dit très clairement à son article 98. Les traités et accords internationaux sont supérieurs aux lois. Il y a un besoin qu'il y ait une certaine corrélation entre la loi sur le contenu local, mais également les TBI qui sont signés par le gouvernement du Sénégal. Il faut impérativement qu'on puisse réglementer ces TBI, sinon on va tomber également dans le travers. Ça c'est également clair. Le vide juridique, il a également raison, je le confirme. Parce qu'on aboutit au même également conclusion. Cela veut dire quoi? Au moment où je vous parle, les entreprises ne vont pas attendre. Il y a certaines entreprises qui ont lancé des appels à concurrence, qui ont donné des marchés également à d'autres entreprises. Il n'y a pas de texte qui les encadre. Autrement dit, le vide juridique profite aux entreprises étrangères, fondamentalement. Je s'en parle également de la base logistique, avec, bien entendu, j'ai entendu qu'il y a un appel d'offres qui a été lancé pour la base logistique, mais n'oublions pas que si on ne maîtrise pas également notre base logistique, ça va impacter sur le cost oil, sur le coût pétrolier. Éventuellement, ça va impacter sur le produit qu'on doit partager avec le Sénégal, entre les entreprises et le Sénégal. Donc, pour dire quoi, tout simplement, qu'il y a un besoin aujourd'hui pour le travail du secteur privé et de la société civile
Ce n'est pas le COS-Pétrogaz. On dit, oui, on a ouvert le COS-Pétrogaz à l'opposition et la société civile. Non. La place du secteur privé, la place de la société civile, la place des syndicats, c'est au niveau du comité de suivi du contrôle local. Donc je m'en arrête là. Merci. Merci. La seconde source, et même la première source, on peut dire, de valeur ajoutée locale, est celle qui est apportée par le secteur privé sénégalais. C'est un sujet aujourd'hui que nous sommes heureux de voir partager avec le secteur privé national, parce que justement la volonté du chef de l'État par rapport au secteur pétrolier et gazier est que la gouvernance soit transparente, mais surtout et avant tout inclusive. Donc c'est vraiment un plaisir renouvelé d'être ici aujourd'hui. Votre question est extrêmement intéressante dans la mesure où le premier réel événement public qui a été tenu sur la question du pétrole et du gaz a été la concertation nationale du 12 juin 2018. Vous étiez avec nous, monsieur Long, pour nous accompagner. Et lors de cet événement, le président de la République a instruit différents services de l'État, notamment le COS-Pétrogaz, le ministère du Pétrole et des Énergies, de travailler sur la question du contenu local. Pas seulement de travailler sur cette question, mais aussi de faire un appel à toutes les différentes parties prenantes, notamment le secteur privé national, et de travailler main dans la main, non seulement sur la loi sur le contenu local, mais aussi sur ses décrets d'application. Aujourd'hui, je suis heureuse de dire que nous avons sûrement été l'une des premières institutions à écrire au Club des investisseurs sénégalais au mois de juillet de l'année 2018 pour lui demander, bien sûr, lancer cet appel à la contribution pour avoir ses impressions et ses inputs pour nous permettre d'affiner la stratégie de promotion du contenu local. Cette stratégie, aujourd'hui, nous a permis d'arriver à une loi qui a été votée en janvier 2019 sur le contenu local. Et c'est aussi un plaisir de dire que le Club des investisseurs sénégalais a fait partie de nos invités lors de la seconde concertation qui a été sur le sujet du contenu local. C'était un moment fort lors duquel Dr Diouf a fait une très intéressante contribution. Nous avons continué ce travail avec l'appel à contribution auquel il faisait référence un peu plus tôt. Et nous serons heureux dans les semaines à venir d'échanger avec le secteur privé national, encore une fois, aujourd'hui sur la question des décrets d'application. Cet historique est important parce qu'il montre un point que M. Diouf a mentionné hier soir à la télévision. Il a dit, et je le cite, excusez-moi de ne pas dire exactement ce que vous avez dit, mais l'esprit était de dire qu'aujourd'hui, le secteur privé national se positionne comme un partenaire de l'État du Sénégal. Vous l'avez très bien dit, et je pense que ma présence aujourd'hui illustre ce nouvel esprit dans la manière dont nous travaillons ensemble. C'est un plaisir de voir votre présentation qui parle de tellement de points clés, justement, qui seront à développer dans les textes d'application. Laissez-moi rappeler un peu l'esprit de la loi sur le contenu local, parce que c'est important. C'est presque tout à fait normal qu'elle ne traite pas de tous les points dont vous parlez, les docteurs, justement parce qu'il s'agit d'une loi dont l'objectif est d'énoncer les principes sur lesquels se base la stratégie que l'État du Sénégal a développée pour la promotion du contenu local. Mais d'abord, je me permets de revenir sur cette conception du contenu local. Et de quoi est-ce qu'on parle exactement? Et vous le mentionnez aussi dans votre présentation, et c'est très bien parce que c'est une remarque que nous aimons faire souvent. Aujourd'hui, l'État du Sénégal ne conçoit absolument pas le contenu local comme la responsabilité sociale d'entreprise. C'est important de le dire et de le répéter. Nous le répétons même très souvent à nos partenaires dans ces projets. Pourquoi? Aujourd'hui, nous savons qu'à peu près 80% de tous les coûts dans les projets pétroliers et gaziers, ces mêmes coûts qui sont payés par la ressource qui appartient au peuple sénégalais, aujourd'hui sont des coûts qui vont venir de l'extérieur. Parce qu'il y a énormément d'équipements qui sont utilisés, mais parce qu'il y a aussi une expertise que nous n'avons pas encore eu l'occasion de développer localement. Donc cela constitue à peu près 80% du coût. Mais cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a au moins un 20% que nous espérons
grandira jusqu'à 50%, qui est l'objectif que le président de la République a fixé en 2030. Ce 20%-là, aujourd'hui, doit être capté par le secteur privé national. C'est un impératif, parce que l'objectif de l'État est de maximiser la valeur ajoutée locale des projets pétroliers et gaziers. Cette valeur ajoutée, c'est quoi en réalité? C'est les profits de l'État du Sénégal, ça part dans les profits pétroliers. C'est la part de Petrosen dans les profits pétroliers. Ce sont les impôts et redevances que l'État du Sénégal gagne dans ces projets, mais c'est aussi et surtout la part du secteur privé dans les coûts pétroliers dont je parlais tantôt. Et l'objectif réellement est de maximiser tout cela. Et ce que nous voulons faire, surtout au niveau du COS-Pétrogaz, qui assure la coordination de cet effort avec les différents services de l'État, c'est travailler main dans la main avec le secteur privé national, qui nous a envoyé des contributions extrêmement intéressantes sur lesquelles nous travaillons actuellement, pour que tout le monde se retrouve dans ces décrets d'application. Parce qu'aujourd'hui, sur cette loi relative au contenu local, l'État du Sénégal travaille pour le secteur privé national et c'est important de le voir. La préférence nationale est un sujet qui, il faut le rappeler, n'arrive pas uniquement avec la loi sur le contenu local. Aujourd'hui, les activités dans le secteur pétrolier et gazier sont encadrées par le Code pétrolier, qui introduit déjà la notion de contenu local et qui en fait une exigence. Mais c'est aussi un point que vous retrouverez dans tous les contrats pétroliers et gaziers que le Sénégal a signé avec ses partenaires. Cela veut dire que c'est déjà une disposition contractuelle et que c'est déjà un point qui est pris en compte même dans ces contrats-là qui ont déjà été attribués. Je pense que le COS-Pétrogaz est bien placé pour vous rassurer en vous disant que même dans les contrats qui sont déjà passés, les appels d'offres qui sont déjà sortis, nous travaillons main dans la main avec nos partenaires pour que des dispositions qui ne sont même pas dans la loi relative au contenu local soient incluses dans leurs appels d'offres pour que ces dimensions-là soient clairement prises en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des autorités de l'État du Sénégal ont fait arrêter les appels d'offres pour que la dimension contenu local soit prise en compte avant qu'ils ne soient relancés. C'est vous dire que l'État, par rapport à cette question, a une approche qui est d'abord proactive, mais surtout qui est collaborative avec ces partenaires-là que nous avons dans le secteur pétrolier et gazier. Surtout au COS-Pétrogaz, nous avons une approche qui est celle de la porte ouverte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous prenons l'initiative d'écrire au secteur privé national pour lui demander des contributions, mais nous ne nous arrêtons pas là. Aujourd'hui, nous avons travaillé à maintes reprises avec les assureurs du Sénégal, nous avons tenu des réunions avec les professionnels du secteur bancaire, nous avons tenu des réunions avec les courtiers des assurances, etc., etc. Et à travers ces rencontres-là, nous sommes en mesure aussi de dégager des pistes de projets extrêmement intéressantes que nous développons ensuite avec le secteur privé national. Nous sommes aussi en mesure d'identifier des besoins de renforcement de capacité auxquels nous trouvons des réponses déjà aujourd'hui, notamment avec l'Institut national du pétrole et du gaz, mais aussi d'autres démembrements de l'État, tels que la BNPE, le FONGIP, ou encore le bureau de mise à niveau, qui nous servent dans le cadre de la capacitation du secteur privé local pour lui permettre d'avoir un accès beaucoup plus large et beaucoup plus intéressant à ces marchés du secteur. Merci beaucoup, j'ai rémunéré vers la fin. Notre thème aujourd'hui, c'est la loi sur le contenu local. Et comme je dis souvent à nos amis juristes, la loi vient après la stratégie. Généralement, on définit une stratégie, on décrit ce qu'on veut faire et on le traduit à travers une loi. J'ai vu tout à l'heure qu'on va créer un comité national pour élaborer la stratégie, donc suite à la loi. C'est un vrai problème. Parce que on a besoin d'abord de définir une stratégie claire et de créer un consensus autour de cela, notamment sur, je dirais, la philosophie et le modèle de contenu local que nous souhaitons. Et il y a plusieurs variantes. Monsieur le ministre a évoqué tout à l'heure la Chine. La Chine a eu une ouverture modérée en s'assurant à chaque fois que si d'abord on ouvre que on ne peut pas faire, et quand on ouvre une fois, la deuxième fois, on doit être capable de faire mieux. Singapour a ouvert totalement
mais c'est assurer qu'il y avait un mécanisme d'apprentissage et de partenariat qui permettait de bâtir parallèlement aux arrivées d'investisseurs étrangers de co-entreprises solides. Et puis vous avez des pays qui ouvrent totalement aux étrangers et qui disent globalement à tout le monde, bah, débrouillez-vous et faites ce que vous pouvez. Voire même des fois, on a l'impression qu'ils facilitent plus la vie aux entreprises étrangères qu'aux entreprises nationales. Plusieurs variantes sont possibles. Qu'est-ce que nous voulons? Et la loi qui doit en découler va au-delà de la loi sur les hydrocarbures. Ça doit se traduire par ce qu'on va faire dans les mines, ça va se traduire par ce qu'on fera dans l'agroalimentaire, mais nous avons besoin vraiment de démarrer par l'élaboration de stratégies et de bâtir un consensus sur ces stratégies. Et à cet égard, je pense que c'est vraiment heureux qu'on ait aujourd'hui un ministère dédié à l'économie. Parce que la réalité, ce qu'on constate, c'est que depuis des décennies, et dans ce département un peu économie-finance, l'économie a été un parent pauvre. On s'est retrouvé dans une logique dominante finance, macroéconomie, voire comptable, et où il manquait de vraies stratégies de développement et de vraies stratégies de compétitivité sectorielle. Heureusement, on commence aujourd'hui à corriger cela. Madame la directrice du secteur privé est là, avec notamment la stratégie et la loi sur le développement du secteur privé qui sont en train de préparer. C'était indispensable. Et avec également les stratégies sectorielles qui sont en train d'être élaborées. Il y a la stratégie nationale tourisme qui est en cours et il est indispensable que différentes stratégies sectorielles progressivement se mettent en place parce que c'est ce qui permettra d'aller vers une mise en œuvre vraiment efficace du PSE. On voit, comme c'est la mise en œuvre du PSE est relativement laborieuse, entre autres, c'est parce que cela n'a pas été décliné de façon claire au niveau opérationnel, ce que le Rwanda, par exemple, a su très bien faire. Personne ne connaît pas, je dirais, le plan global d'émergence du Rwanda, mais on connaît son plan café, son plan tourisme, son plan thé, et chacun de ces plans est extrêmement précis et détaillé. Aujourd'hui, le Rwanda exporte son café chez Starbucks aux États-Unis, mais c'est parce qu'il y a un plan qui prévoit qu'il faut développer une centaine de stations de lavage de café, qu'il y a tout un fonds qui a été mis en place au niveau des banques pour financer le secteur privé qui va investir là-dedans. Il y a un plan très précis qui prévoit que l'eau arrive dans les stations de lavage. Cette stratégie date de 2002. En 2004, le ministre de l'Hydraulique a été sorti du gouvernement parce qu'il y a 2 stations de lavage qui n'ont pas vu l'eau arriver, alors qu'il y a des privés qui avaient investi. Ils ont développé les écoles pour faire venir les compétences. En attendant que ces compétences arrivent, ils ont changé le code du travail pour faire venir des experts payants. On a besoin de décliner nos stratégies sur des secteurs qui sont appelés à être des moteurs de croissance. Et tant qu'on n'a pas ces déclinaisons opérationnelles très précises, la mise en œuvre est extrêmement compliquée. Et souvent, on ne peut pas s'arrêter au stade de la vision et des orientations stratégiques du PSE, ce qu'on a pour l'instant et qui est un bon point de départ. Et la stratégie du PSE dit par exemple dans le tourisme qu'il faut lancer un programme phare, stations baudiennes et autres pour les salis de demain, puis 2-3 programmes phares. Pour moi, j'ai dit toujours, c'est comme préparer du yassa en disant qu'il faut du riz et de l'oignon. Ce que vous allez faire ressemblera à du yassa, mais ce ne sera certainement pas du yassa. Et on a besoin de tous les autres ingrédients qu'il faut mettre dans les proportions qu'il faut pour manger. Premier point. Deuxième point, c'est que, pour être plus spécifique aujourd'hui, nous avons besoin de dessiner les contours de ce que sera notre stratégie dans le secteur des hydrocarbures, qui est appelé à être un de nos grands moteurs de croissance demain. Et ce que nous sommes en train de faire est une composante de cela, et je crois que c'est important d'abord poser le cadre stratégique avant de parler des détails sur la loi. Le cadre stratégique, c'est que
On a besoin de faire en sorte que nos ressources pétrolières demain se transforment en une prospérité à long terme pour le pays. Et de maximiser la valeur qu'on tirera de ce secteur. Alors, je pense qu'il y a, je dis souvent, à mon avis, deux moyens de le faire. Il y a d'abord toutes les ressources que le pays, et notamment l'État, tire du secteur et comment il les redistribue et les dépense. C'est ce que j'appelle un peu la valeur ajoutée publique. On l'a évoqué ici, c'est toutes les taxes diverses et variées que l'on collecte, qui donnent une certaine manne financière au pays et qui est ensuite redistribuée dans le reste de l'économie. Et là aussi, vous avez des pays qui ont su redistribuer de façon optimale ces ressources, en diversifiant leur économie, et même en mettant de côté une partie de ressources pour les générations futures. Vous avez des pays qui n'ont pas réussi à se diversifier, leur économie, mais quand même qui ont réussi à constituer une masse critique d'infrastructures dans leur pays. C'est le cas de pays comme la Guinée équatoriale. Bon, on critique beaucoup la Guinée équatoriale, c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à se diversifier. Quand vous allez en Guinée équatoriale, vous avez des autoroutes et des centrales un peu partout. Ils ont et la fibre optique sur tout le territoire national. Ils ont énormément investi des ressources dans les infrastructures. Et puis vous avez des pays où il n'y a ni diversification économique, ni infrastructure. Bon. Et comme rien ne se perd, vous avez quelques personnes et quelques clans et quelques familles qui sont immensément riches. Alors, ça c'est un premier volet. Il y a un deuxième axe qui est extrêmement important, qui est ce que j'appellerais la valeur ajoutée privée. Et c'est ça le sujet de notre débat aujourd'hui sur le contenu local. La valeur ajoutée privée, on estime que les pétroliers dépensent entre 40 à 80% de leur chiffre d'affaires pour acheter des biens et des services. C'est une manne énorme. C'est, par exemple, dans nos estimations, on estime qu'au Sénégal, entre les deux gros, Woodside et BP, ils dépenseront environ 10 milliards de dollars d'ici 2022 en biens et services. 10 milliards de dollars d'ici 2022, c'est à peu près 2 à 3 milliards CFA par jour. C'est ce qui va être dépensé dans les 3 prochaines années en biens et services par saison. Si on arrive à capter, ne serait-ce que, je dirais, 10 à 20% de cet objectif, mais c'est tout un secteur privé national qui décolle dans ce pays. J'ai entendu parler tout à l'heure de 50%, ce serait encore mieux, mais on se rend compte qu'une petite proportion de l'ordre de 10% changerait la donne dans le secteur privé national. Comment faites-vous pour les entreprises et aussi faites pour les citoyens, vos arguments? Oui, non, ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'il y a un besoin de renforcer davantage la loi. Non seulement de prendre ces 5 décrets d'application, mais dans l'élaboration et la formulation des 5 décrets d'application, il y a un besoin que le gouvernement partage avec les différents segments de la nation, que ce soit le secteur privé, que ce soit la société civile, les syndicats, pour qu'ils puissent apporter leur input dans ces différents décrets d'application. Au-delà des différents décrets que le gouvernement prévoit de prendre pour faire appliquer la loi sur le contenu local, il y a un certain nombre d'insuffisances que nous pensons que le gouvernement doit combler pour que la loi soit profitable non seulement aux entreprises nationales, mais également aux citoyens de façon globale. Et pour cela, il y a un besoin pour le gouvernement de prendre un acte, ou bien un décret ou bien un arrêté pour réglementer les modalités de transfert de technologie. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il y a également un besoin de prendre un texte pour réglementer les modalités d'utilisation des dépenses et des investissements des différentes entreprises pour qu'il n'y ait pas une confusion entre ce qu'on appelle le contenu local et ce qu'on appelle également la RSE. Troisièmement également, il y a un besoin pour le gouvernement de prendre un texte pour réglementer les modalités de formation. Comment est-ce que ces formations devront être effectuées par les différentes entreprises au profit des entreprises étrangères au profit des entreprises nationales.
Et en dernier lieu, je pense que tout à l'heure, mon ami l'a dit, Abdelrahman, il y a un besoin qu'il y ait une harmonisation assez conséquente des normes internationales à travers les traités bilatéraux d'investissement, mais également la loi sur le contenu local. Donc, il faut impérativement que le gouvernement soit ouvert pour partager les 5 décrets d'application qu'il doit prendre, mais également compléter la loi avec d'autres textes au profit des citoyens, mais également des entreprises. Quels sont les manquements qui sont notés dans cette loi-là? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à une absence de réglementation du transfert de technologie, des modalités de transfert de technologie, une absence de réglementation des modalités de formation du capital humain, une absence également de réglementation des modalités des dépenses et investissements qui sont effectués par les différentes entreprises qui exploitent le pétrole et le gaz, fondamentalement. Mais comme je l'ai également dit, il y a d'autres aspects qui tournent autour des conflits de loi et les conventions, qu'on appelle les TBI. Alors il faut savoir qu'au niveau du Club des investisseurs sénégalais, nous avons 3 missions essentielles. L'accès au marché national, le partenariat international. Et la 3e mission est liée aux études et prospectives. C'est-à-dire que nous voulons impulser un dialogue national. Vous voyez tous que dans ce pays, il y a un dialogue politique, il y a un dialogue religieux, il y a un dialogue de tout genre, mais il n'y a pas vraiment de dialogue économique. Donc le Club des investisseurs a aménagé cette belle salle que vous voyez, qui est une business lounge, et il a lancé aujourd'hui le premier jeudi du CIS. L'idée, c'est que dans tous les domaines de la vie économique et sociale, des Sénégalais intéressés s'y rencontrent pour échanger. En toile de fond, l'objectif, c'est de faire en sorte que le secteur privé national et même la société civile soient dans le processus de décision. Je pense que notre démocratie au Sénégal est arrivée à un stade où ce n'est pas seulement l'État ou l'administration publique qui doit prendre les décisions et les appliquer aux contribuables, aux citoyens. Mais l'État et le gouvernement doivent se concerter avec le secteur privé national notamment pour arriver à des décisions consensuelles qui permettent de prendre en charge nos intérêts et les intérêts des Sénégalais de façon générale. C'est pour ça que nous lançons ces jeudis du CIS. C'est pour ça que nous avons lancé aussi aujourd'hui un magazine qui s'appelle L'Investisseur, qui va nous permettre de donner la parole à différents experts sur différentes problématiques. Bref, au-delà du marché national, au-delà des investissements, le Club des investisseurs aussi veut exister à travers l'impulsion d'un dialogue économique national. Alors aujourd'hui, vous avez échangé sur la loi, sur le contenu local. Quelle est justement la position du CIS sur cette loi? Alors cette loi part d'une très belle intention parce qu'à partir du moment où le Sénégal est devenu un pays pétrolier et un pays gazier, on s'est rendu compte que dans notre législation, il n'y avait pas suffisamment d'éléments de contenu local pour le secteur privé et pour le peuple de façon générale. L'élément de contenu local dérive du fait qu'à partir du moment où nous n'avons pas des grandes entreprises qui savent forer ou explorer le pétrole, ça nous ne savons pas le faire et nous savons que nous ne savons pas le faire. Après, tout ce qui est travail dérivé, emploi dérivé, services dérivés, doit revenir au secteur privé national. Nous y insistons parce qu'il peut arriver que les multinationales travaillent entre elles et aient à la fois le contrat et le contrat de sous-traitance, alors que le contenu local doit revenir au secteur privé national. Notre ami Birahim Seck l'a dit tout à l'heure, les multinationales aujourd'hui ont tendance à croire que le contenu local dont on parle relève de leur responsabilité sociétale d'entreprise. Alors que la responsabilité sociétale d'entreprise, elle est volontaire, elle est discrétionnaire, à la fois dans son opportunité et dans son contenu. Vous pouvez être une multinationale, vous pouvez explorer un forage et dire, en fin de compte, je fais un dispensaire, je fais un hôpital, je construis une école. La décision vous appartient, vous n'y êtes pas contraint. Alors que le contenu local est une obligation juridique, c'est une obligation contractuelle. On n'est pas en train de demander que les multinationales nous fassent une faveur, ou même que l'État nous fasse une faveur. Le secteur privé national sénégalais est en train de réclamer ce qui lui est dû. Parce que si nous étions dans une situation de devoir forer, ces marchés ne seraient pas donnés aux privés étrangers. Nous ne pouvons pas le faire. Tout ce qui relève de nos compétences doit revenir au secteur privé national. Et là, c'est là où la loi a des insuffisances, mais des insuffisances compréhensibles dans la mesure où il y a 6 décrets d'application qui seront pris. Donc il n'est pas trop tard pour ceux qui ont initié la loi au niveau du gouvernement et notamment au niveau du COS-Petrogaz d'échanger avec nous. Et d'ailleurs, il faut le dire pour le souligner, ils ont eu l'ouverture d'esprit de nous envoyer des courriers pour nous demander de leur apporter notre contribution. C'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui. Il y a 2 à 3 problèmes qu'il faut régler. Si on ne les règle pas, la loi sur le contenu local sera vidée de son sens dès le départ. Parce que qui est le bénéficiaire de la loi sur le contenu local sénégalais? Ce sont les entreprises nationales sénégalaises. C'est quoi une entreprise nationale sénégalaise? C'est une entreprise
entreprise de droit sénégalais. Je peux créer cette entreprise, un Chinois peut créer cette entreprise, un Turc peut créer cette entreprise. Si on ne reconfigure pas la société sénégalaise pour dire que ça doit être une société majoritairement de capitaux et de dirigeants sénégalais, cela veut dire que n'importe quel étranger peut venir créer une société sénégalaise et capter les dividendes des privilèges que l'État essaie de donner à son secteur privé national. Un autre problème qu'on a soulevé, ce sont les traités bilatéraux d'investissement. Quand une multinationale arrive au Sénégal, elle n'y arrive pas en exploitant le pétrole et le gaz en se basant sur la loi sur le contenu local. Elle se base sur le traité bilatéral d'investissement que son pays a signé avec le Sénégal. Et ce traité bilatéral d'investissement, c'est du droit international qui est supérieur à d'autres droits nationaux. Donc demain, quand on va clarifier la différence entre responsabilité sociétale d'entreprise et contenu local, et que la multinationale soit en situation de nous donner les marchés parce que les marchés nous sont dus, elles pourront dire nous ne sommes pas liés au Sénégal par cette loi du contenu national, nous sommes liés à votre pays par le traité bilatéral d'investissement. Donc il y a énormément de failles juridiques que nous avons essayé de mettre sur la place publique pour les corriger. Et encore, on peut les corriger parce que les décrets d'application sont en voie d'élaboration et le COS Pétrogaz, heureusement, nous y a invités.